Arletty. J'ai photographié la vie. Ça, c'est vrai, j'ai eu cette chance. Il y en a d'autres qui ont cette chance. Rib faisait dire à Forain, quand il a été nommé à l'Institut, il y avait ce mot dedans, quand on a su regarder la vie et qu'on a pu la dessiner. Hélas, j'ai pas eu cette joie, mais j'aurais aimé pouvoir dessiner la vie. Arletty, de Courbevoie aux Enfants du Paradis. Je suis née le 15 mai 1898 à Courbevoie, département de la Seine, rive gauche de l'arrondissement de Saint-Denis. On dit que Courbevoie était la patrie des blanchisseuses repasseuses. Oui, Pourquoi? Surtout des repasseuses, il y en avait beaucoup. Et même jusqu'en 14, il y avait beaucoup de blanchisseries. Ma mère était lingère. Mon père a commencé manœuvre dans la compagnie, la TPDS. C'était comme RATP, si vous voulez. Du reste, RATP, c'est la suite de la TPDS, Tramway de Paris et du département de la Seine. Et il a commencé, il était mineur, il a fait son service dans le génie à Versailles. Et puis il est resté à Paris après son service militaire. Et il est entré manœuvre à la TPDS. Et il a fini chef de traction, qui était un poste. Il était donc chef du dépôt, chef de traction. Alors moi, j'ai eu une vie de milliardaire, là. Parce que j'ai beaucoup plus vécu à Puteaux. Et mon père est revenu au dépôt de l'avenue de la Défense, et donc où il était chef de traction. En une quinzaine d'années, même pas 20 ans, et il avait fait tout le monter, comme moi, en commençant par les planches. Comme figurante, lui était devenu, si vous voulez, à la tête de son petit truc. J'ai appris le métier de sténodactylo. La comptabilité ne m'a pas servi parce que c'était pas pour moi les chiffres. Mais enfin, j'ai fait aussi la comptabilité. Et c'est à cette époque que vous avez eu votre premier petit amour que vous avez appelé très joliment Ciel. Oui, c'est qui a été tué au début de la guerre de 14. Vous l'avez appelé Ciel parce qu'il avait des yeux bleus. Des yeux très bleus, oui. Et là, vous avez eu une parole terrible qui vous a suivi toute votre vie. Vous avez dit « Je ne serai ni veuve de guerre, ni mère de soldat ». Oui, cependant, j'étais jeune pour dire ça. À la guerre, j'avais 16 ans. C'est ça. Oui. Et vous avez décidé que oui. vous ne vous marieriez jamais. Jamais. Me marier, peut-être. Ni veuve de guerre, ni mère de soldat. Ah oui, en tous les cas, certainement. Ne pas avoir de fils, en tout cas. Ah non. Vous avez eu trop de peine, ce jour-là. Ah oui, un coup qui marque pour la vie, quoi. Mais en 1918, vous devenez mannequin. Ah oui, disons en 1918, oui. Et c'est là où Léonie Maria Julia a changé de nom et elle est devenue Arlette. Voilà, parce que j'ai choisi Arlette, parce que j'aimais beaucoup le Montoriol de Maupassant, et l'héroïne s'appelait Arlette. Vous lisiez beaucoup? En tous les cas, jamais de sottise. Jamais. Je dois tout au livre par la sélection et les conseils qu'on a pu me donner. Et alors, quand j'ai voulu être mannequin, c'est pour être mannequin que j'ai choisi ce nom. Mais comment êtes-vous devenu mannequin? Vous savez, il y a eu des rencontres, des gens qui m'ont dit « Ah, vous avez une cif, pesez 45 kilos, vous savez, c'était... » Alors, ça, une jeune femme, 18 ans, j'avais 20 ans, quoi. Alors, j'ai débuté dans les choses de jeune fille, de robe de jeune fille. Oui, mais j'ai été très peu de temps mannequin, très peu de temps. J'ai commencé dans une maison qui s'appelait Tiburce. Je suis entrée chez Poiret, j'avais la silhouette de ça, c'était pas des jeunes filles, je portais des robes de femmes. Mais enfin, ma silhouette lui avait plu, tout ça. Pas fait attention à moi spécialement. Et puis alors, c'était la mode d'aller à Deauville. Et moi, il n'y avait pas longtemps que j'étais là, il y avait peut-être 2 mois. Très peu de temps, alors je dis, je ne viendrai pas lundi, je ne viens pas la semaine prochaine. Alors, on me dit, mais comment pas la semaine prochaine? C'est la collection, c'est tout ça. Je dis, non, je ne viendrai pas. Pourquoi? Je vais à Deauville. Eh bien, écoutez, alors on l'a dit au patron, on l'a dit après, elle va à Deauville, vous allez à Deauville, vous y resterez. Voilà comment ma carrière de mannequin a fini. C'est la valse brune des chevaliers de la lune que la lumière importune et qui recherche un coin noir. C'est la valse brune des chevaliers de la lune, chacun avec sa chacune, la danse le soir.
Ils ne sont pas des gens à valse lente, les bons rôdeurs qui glissent dans la nuit. Ils lui préfèrent la valse entraînante, souple, rapide, où l'on tourne sans bruit. Silencieux, ils enlacent leur belle, mêlant la côte avec le cotillon. Léger, léger, ils partent avec elle dans un gai tourbillon. C'est la valse brune des chevaliers de la lune que la lumière importune et qui recherche un coin noir. C'est la valse brune des chevaliers de la lune, chacun avec sa chacune, la danse le soir. Nous sommes en 1919, Arletty. Vous passez votre audition au Théâtre des Capucines chez Armand Berthez. Je faisais rien, là, j'étais chômeuse, si vous voulez, déjà à l'époque. J'étais chômeuse sur les boulevards. À ce moment-là, on pouvait dire qu'on pouvait être suivi. Les autos n'envahissaient pas les boulevards. On avait l'air de faire le boulevard, tout le monde. Les vieux, les jeunes, n'importe qui, vous comprenez. Et là, un monsieur m'aborde, c'était tout naturel d'aborder une femme, enfin j'avais 20 ans. Alors là, ce monsieur me parle comme un homme galant, on peut dire. Ah, vous marchez bien, vous avez ceci, oui. Ah, puis alors là, je dis, très bien, qu'est-ce que vous voulez, bon. Alors, je parle avec lui, il m'a dit, qu'est-ce que vous faites? Je dis, je suis mannequin, mais maintenant, je suis plus mannequin, j'ai quitté. J'étais chômeuse, quoi. Alors, il me dit, mais vous avez une drôle de voix. Pas spécialement, je ne crois pas. Tout ça a très hautaine, moi, pas du tout. Bonne femme à qui on tape sur le derrière comme ça. Hein. Pas du tout, ça n'a jamais été le genre. Hein. Alors, bon, mais vous avez une voix, vous savez. Oh, vous croyez? Est-ce que vous aimeriez faire du théâtre? Je dis non. Non, non, je ne voudrais pas. Ça ne me plaît pas. Vous voulez aller chez Poiret? Elle dit, j'en sors. J'y étais. J'étais mise à la porte. Bon, alors là, Poiret, alors il me dit, le mannequin, c'est fini. Parce que j'avais la silhouette d'un mannequin, tout à fait. Alors là, pas question de mannequin, mais je vous assure que vous avez une voix, une marche, une silhouette. Oui, peut-être, monsieur, peut-être. Enfin, écoutez, je vais vous donner 2 cartes. Si vous réfléchissez, et j'espère que vous réfléchirez, vous irez voir le directeur des Capucines. Ça ne me disait rien du tout, ce théâtre-là, rien du tout. Théâtre des Capucines, il prend son stylo, il sort son machin, il fait tout le truc, il le met très bien, un mot très gentil, après parce que j'ai lu le mot, bien sûr. Et puis alors, je vais vous donner pour 2 théâtres. Pour le théâtre des Capucines, et un mot pour RIP. Ça me disait alors, rien du tout. Et alors, il me dit, je vais vous donner un mot aussi pour le théâtre de l'Odéon. Bien, bon. Dites-moi, il était très bien introduit, ce monsieur. C'était monsieur Paul Guillaume, le créateur de l'Art Nègre. Paul Guillaume, attention, hein. Un des plus grands collectionneurs de tableaux. Et vous étiez tombé sur lui, sur les boulevards? C'est lui qui était tombé sur moi, je ne sais pas, on est tombé l'un sur l'autre. Et alors, justement, il me dit ça, vous allez bien le mettre dans votre sac, vous allez bien, parce que je m'entête. Il y avait son adresse, il y avait tout. Bon, alors je le range dans mon sac. Comme il faut, je dis merci, comme c'est gentil, tout ça. Et alors en le quittant, je lui dis au revoir, Pygmalion. Parce que je voyais qu'il voulait absolument, ou que je sois mannequin, ou que je sois posé pour des peintres, ou tout ça. Bon. Alors je l'ai appelé Pygmalion, bon, très bien. Et puis je garde ces cartes. Je les garde. Vous savez ce que c'est qu'un sac avec le maquillage, tout ça dedans, elles étaient crasseuses. Et autant vous dire, au bout de 2 mois, ces cartes qui se baladaient dans mon machin. Puis alors, peut-être... non, je dirais peut-être 3 mois après. Vous voyez, je passe devant le théâtre des Capucines. Puis il y avait des jeunes femmes qui étaient devant la porte, comme ça, très jolies filles qui étaient là. Alors je vous regarde, je dis théâtre des Capucines. Mais moi j'ai ma carte pour le théâtre des Capucines. Ah ben tant pis, je rentre. Je y rentre. Je rentre dans la cour, il y avait toutes ces jolies femmes, ravissantes personnes qui étaient là. Et puis des garçons aussi. Et puis je dis, je me demande, je dis, pardon mademoiselle, je peux parler avec un monsieur qui s'appelle Armand Berthez? Oui, tenez, justement, il est là. Ah bon, je vais vers lui. Bonjour monsieur. Alors, j'ai une carte à vous remettre de la part de Paul Guillaume. Ah, bon, un grand ami. Ah, bien. Alors, il lit la carte. Alors, il me dit, vous tombez bien? On est en train de répéter la revue, une revue. Ah bon, monsieur, oui. Et alors... qu'est-ce que vous savez faire? Oh, rien, monsieur. Rien du tout du théâtre. Pas du tout, mais enfin, cet ami, Paul Guillaume, dit que vous pourriez peut-être me faire quelque chose.
très bien. Alors, vous savez ce que c'est, les autres filles, elles regardaient, elles disaient, qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Déjà, j'ai été fringuée d'une façon excentrique. Déjà, me faire remarquer. Hein. Bon. Alors, il me dit, écoutez, c'est bien ça, mais il était infiniment courtois. Il me dit, vous allez monter, vous allez venir, vous allez rentrer sur la scène. Alors, les autres, on allait arrêter un peu, les filles n'ont pas répété pendant un quart d'heure, une demi-heure. Venez, venez. Alors, vous allez passer. Et alors, il y avait un pianiste qui était très célèbre aussi, très connu dans le théâtre en tout cas, qui accompagnait tous les acteurs, et qui s'appelait Esteban Martí, un phénomène espagnol extraordinaire. Une gueule extraordinaire à la Cervantes, vous voyez. Bon, alors là, il me dit, il faut monter sur la scène. Vous allez monter sur la scène. Alors, on passait par un tout petit... Le théâtre m'a plu tout de suite, c'était tout petit, ravissant. Ravissant. Alors, on me fait monter sur la scène. Puis alors, il dit à Esteban Martí, Esteban, vous allez accompagner cette demoiselle pour voir comment elle peut chanter, si elle sait chanter un peu. Alors, mais monsieur, je ne sais pas chanter. Ah bah oui, mais dans une revue, il faut que vous chantiez, il faut que je vois comment, dites-moi quelque chose. Vous allez bien, Esteban, qu'est-ce que... Alors, Esteban me dit, qu'est-ce que vous voudriez chanter, mademoiselle? Pas monsieur... Si, j'en ai une, tenez, It's a long way. Alors, je fais... Le type se met à son piano, Esteban, et puis je fais It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. Et Berthès me dit, vous êtes engagé. Alors on m'a très gentiment donné des tout petits rôles, et dont un, malgré tout, je faisais avec une fille très jolie et très distinguée, qui est morte depuis, qui s'appelait Mireille, je ne sais pas quoi. À moitié anglaise, elle était, cette bonne femme-là. Et alors, toutes les deux, on faisait les bourrelles. Il y a le bourreau, puis il y a la bourrelle. On était tout en rouge avec des costumes de diable un peu, vous voyez, costumes comme ça. Et alors on chantait. Alors, c'est nous les petites bourrelles, des tortures corporelles. Pour une bagatelle, on coupe, on écartèle. On tenaille les mamelles, on retourne les prunelles, on passe les parties naturelles. C'est nous les petites bourrelles. Le grand art, le grand art. Et c'est là où Berthès a anglicisé votre nom en mettant oui, un grec on a Arlette. discuté, on n'a pas discuté longtemps pour un nom pareil, hein, c'était pas long. Alors arrive le jour de l'avant de donner les noms, quand on fait le programme. Je comprenais rien à tout ça, moi. Alors il me dit, alors comment allez-vous vous appeler? Je ne sais pas, monsieur, comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Enfin, ça n'a pas d'importance, vous allez être mis sur un programme et il faut choisir quelque chose. Vous vous appelez Arlette, vous n'avez pas une idée de dire quelque chose? Non, je ne dois pas, non. Ah non, j'avais dit, en plaisanterie, je dis, j'aimerais m'appeler Victoire de la Marne. Il m'a dit, vous foutez du monde, là, alors il ne faut pas exagérer. Hein. Vous voyez le genre que ce que j'étais, je dis, tenez pas du tout même à rester. Les camarades étaient gentils, tout le monde était gentil avec moi. Alors, ils ont dit, non, il faut chercher quelque chose. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, Arlette, bon, Arletty. Alors, ils ont dit, avec un i. Alors, Berthès a dit, non, ce sera plus anglais, mettez Y. Et moi, tout de suite, un impresario est venu me trouver. Il est venu me trouver parce qu'il pouvait me mettre mannequin au Casino de Paris, il pouvait me mettre dans des opérettes, il pouvait me mettre dans des choses comme ça. Moi, j'ai dit, c'était pas tant, au contraire, ça m'amuse, moi. Sinon, je ne serais pas restée après les Capucines. Mais alors, il est venu tout de suite me trouver ça. Et il a dû me trouver dans l'école des cocottes très vite, probablement. En 1927, vous créez une nouvelle pièce, Knockout, de Jacques Natanson et Jacques Théry. Knockout, oui, au Édouard VII. Et alors là, il y a une chose très drôle, c'est que vous avez joué aux côtés de Carrette, Julien Carrette, qui était deuxième prix de tragédie. Deuxième prix de tragédie. Mais alors, expliquez-moi absolument. ça. Comment c'était un tragédien c'était comme Carrette? ça. Il avait eu le talent de passer en deuxième prix de tragédie. Ça devait être irrésistible. Ça, on voudrait. Surtout lui, il faisait rire beaucoup, n'est-ce pas? Moi, je jouais, c'était Hôtel du Nord, et lui, il jouait dans le même studio un autre film. Et alors, il était dans le studio, moi, je tournais une scène d'Hôtel du Nord, et lui était dans un autre film, il était en train de faire. Alors, le matin, il est arrivé, il était 10 heures, et on entendait que lui, je vous paye de la bière. Je vous offre à tous de la bière. Sortez, sortez, j'offre de la bière. Alors tout le monde regardait. Et alors, on lui dit, mais pourquoi est-ce que tu offres de la bière? Je suis millionnaire. Je suis millionnaire. Je suis millionnaire, je viens de l'apprendre par mon agent de change. J'ai 1 million, je suis millionnaire. Je vous offre à tous de la bière. Bon, c'est le fou rire. Vous voyez le genre de plaisanterie de ce type-là. Puis alors, moi j'ai eu la chance de jouer 2 pièces avec lui. Knockout. D'accord, Knockout, il imitait tout le monde, avec Blanchard, il y avait Blanchard là-dedans, et il était très drôle dans Knockout. Et puis après, j'ai joué, ma foi, la dernière pièce avant la guerre, Cavalier seul, au Gymnase. Alors, il était venu me faire un numéro dans ma loge,
tellement drôle, il n'est pas racontable, ça n'est pas racontable, que, naturellement, j'étais en scène, et quand je l'ai vu arriver en scène, là, le fou rire de la scène que j'avais eue en haut, j'ai été prise d'un fou rire, et c'est la seule fois où on a baissé le rideau. Ah, on a baissé le rideau. On a baissé le rideau, oui, c'est la seule fois de ma vie. Et alors, vraiment, là, il n'y avait rien à faire, j'avais le fou rire. Et on s'est repris, bien sûr. Mais heureusement, la pièce n'était pas de Bernstein, mais il a appris ça. Appliqué immédiatement, dire qu'est-ce qui arrive, on a baissé le rideau dans mon théâtre, c'est affreux. Alors, c'est pas pardonnable, Arletty, enfin bon. Et moi, je dis, écoutez, vous allez être arbitre maintenant. Je vous joue la scène que j'avais eue avant de descendre au théâtre, sur la scène. Je vous la joue. Voilà comment ce qui s'était passé. Et je lui dis, et il m'a pardonné là, parce qu'il a ri plus que moi encore. En 1928, vous obtenez enfin votre premier vrai succès à vous. C'est aux Capucines, une opérette de Maurice Yvain. Yes. Yes. Yes, oui. On m'avait tellement gâté par le rôle. C'était Jacques Bousquet, je pense, qui avait fait les dialogues, oui, je pense. Et les couplets étaient écrits par Albert Wilmetz. Abattu, celui-là. C'est le roi des couplets. Et à leur musique de Maurice Yvain. Là, vous avez commencé, Arletty, à croire que vous serez une étoile, une étoile dans votre métier. J'aimais ce métier, je ne cherchais pas à croire. Ce mot étoile, tout ça. Non, j'ai jamais été blousée par ça. Hein, j'ai aimé ce métier. Déjà, depuis les variétés, j'ai dit c'est un métier qui me va, qui me plaît. Depuis l'école des cocottes. À partir de là, oui, c'est ça. Et alors là, même, j'avais un couplet, je ne sais pas ce que je faisais, Madame de Sévigné. Je faisais un reporter là-dedans, dans Yes, vous voyez. J'étais bonne, et puis après j'étais devenue reporter, un truc comme ça. Alors j'avais un bobard que je disais sans arrêt. Je faisais mon reportage, et puis je disais toujours en arrivant chez les bourgeois chics où j'allais, l'injustice des repus. Alors au premier de l'an, je reçois de chez Cartier un magnifique bijou, et avec dedans l'injustice des repus, imprimé. Oui, je disais ça. Et puis alors, qu'est-ce que je disais aussi? Oui, je me charriais moi-même, parce que je sais que je disais à la fin d'un couplet, ça a été imprimé comme ça, on a imprimé ça, je sais que la chute de mes chansons, il y avait 3 couplets, et la chute de ma chanson, ça s'appelait Du chantage. C'est Du chantage, le titre de la chanson. Et alors, à la fin, je finissais, dire que Mademoiselle Arletty est parmi nos contraltis, celle qui rappelle l'apathie. C'est du chantage. Et oui, déjà, il avait osé mettre mon nom dans un couplet, Yvain. Hein? En 1930, Arletty, vous faites votre première apparition devant les caméras. Enfin, nous y voilà. Oui, alors là, c'était dans un film bien quelconque, avec un très bon metteur en scène, mais le sujet était débile. Hein? Ça s'appelait La douceur d'aimer, avec un très grand acteur qui était Victor Boucher. Et vous avez enchaîné tout de suite avec un autre film de Jean Chou. Qui venait de faire Jean de la Lune. C'était le grand metteur en scène en vogue à ce moment-là, Jean Chou, un grand artiste. Il vous a proposé un rôle dans Un chien qui rapporte. Ah oui, Un chien qui rapporte, et je reprenais là le rôle créé par Maud Lottie à La Potinière. Et alors après, vous revenez à la scène, parce que vous n'avez jamais quitté la scène tout à fait. Non, je voulais et au pas. Bouffe parisien, vous créez Azor. Et alors là, il y avait une dame qui s'appelait Jeanne Marnac, qui était la vedette Oui, la vedette des boulevards, la vedette de l'opérette, elle était la vedette à l'Apollo. Grande comédienne et grande chanteuse en même temps. Nous allions chez Antoine, le même coiffeur. Puis alors, on m'avait créé une chose amusante, une coiffure amusante. Ah oui, je rentrais après elle en scène, vous voyez? Je rentrais après elle. Et j'avais ma coiffure originale, faite comme ça. Et puis alors, elle avait demandé, un peu garce au fond, hein, elle avait demandé, je veux la même coiffure, tout ça, faites-moi la coiffure d'Arletty, très bien. Alors l'autre, il n'y avait pas de raison qu'il ne fasse pas cette coiffure-là, hein? Mais on m'avertit. Un soir, pas la première, mais quelques soirs après, on m'avertit, on me dit Marnac a votre coiffure, tout ça. Et j'avais comme réplique, en entrant, je devais dire mais elle m'a volé ma robe. Alors je m'amène vers l'avant-scène et puis je fais et ma coiffure. Non, vous dire que les types de l'orchestre étaient en deux. Ils ne pouvaient plus jouer, les types de l'orchestre. Le lendemain, elle avait une autre coiffure, hein. Oh, c'est pas très méchant tout ça. On en vient, si vous voulez, maintenant à 1933-34, et c'est l'époque où il y a une création extraordinaire pour vous, c'est au Bouffe parisien, Ô mon bel inconnu de Sacha Guitry et Reynaldo Hahn.
Oui. Alors là, c'est une double rencontre formidable. Ah oui, oui, c'est vrai. En Parce effet, que Sacha oui. Guitry aura beaucoup compté pour vous dans toute votre vie. Oui, mais j'ai très peu travaillé avec Sacha Guitry. Moi, au fond, je n'ai pas beaucoup travaillé avec lui. Non, mais c'est devenu un grand Dans ami. Moins bel inconnu, nous ne nous connaissions pas. Ah oui, ça a été un grand ami dans ma vie, oui. Très grand ami. Reynaldo, dans Mon bel inconnu, m'avait fait un air épatant. Toute seule, alors une chanson où je m'avançais vers le public. Je connais le rayon de la papeterie, de la mananani. Et je ne connais pas celui de la... Ça s'appelait la calcographie. C'est la calcographie. La chanson est remarquable. Alors en 1934, vous faites une nouvelle rencontre formidable. C'est Michel Simon. Michel Simon, bouffe parisien dans Le Bonheur Dans Le Mesdames. Bonheur Mesdames. Oui, c'est la première fois, je l'avais admiré, vu surtout au gymnase. Il était au gymnase à ce moment-là. Je l'avais vu au gymnase et dans toutes ses créations. On ne pouvait pas ne pas l'avoir vu, ce type-là. C'est obligatoire. Là, évidemment, la gueule avait son importance avec lui. Il faisait mon mari. Et en 1936, alors il y a un film avec Marc Allégret, Aventure à Paris. Et là, également, il y a une grande rencontre dans votre vie, Jules Berry. Ah oui, c'était la première fois que je le rencontrais, je pense, oui. Oui, je pense. Est-ce vrai la légende qui court sur Jules Berry qu'il improvisait son texte constamment? Non, ça c'est exagéré, je trouve. Ça faisait partie de... On dit que cet acteur improvise, je ne le crois pas du tout. Il retombait sur ses pattes parce qu'il était très acteur, très calé. Mais il n'improvisait pas. Dans Les Visiteurs du Soir et dans tout ça, il n'avait aucune improvisation. Ce n'est pas possible. Quand on a un texte de M. Prévert qui est fait comme ça, il n'improvisait pas du tout. Au cinéma, il est peut-être plus difficile d'improviser parce qu'il y a des plans. C'était des vraies conneries. Il devait improviser. En tous les cas, quand j'ai eu affaire dans le portrait d'un assassin, il n'improvisait pas. Dans L'Aventure à Paris, il n'improvisait pas. Et il n'improvisait pas dans Les Visiteurs du Soir. 1936, c'est sur scène, cette fois-ci, le fameux Fric-Frac de Édouard Bourdet avec Michel Simon. Ah, c'était en 36, là. En 36. Oui, c'était en 36, oui. Et là, vous l'avez joué sur scène, avant de le tourner. Ah oui, sur scène, avant, nous l'avons créé. Ah, c'était une première. Je crois qu'il y a eu difficilement plus chic que le coup que ce soit Fric-Frac. D'une autre pièce, ce serait normal. Mais de Fric-Frac, c'est assez drôle. Car Fric-Frac, c'était l'histoire de deux cambrioleurs. Bah oui, puis alors dans un milieu tout à fait de rigolo. Comment ça s'est passé sur scène avec Michel Simon? Oh, très bien. Dans Fric-Frac, nous avions déjà joué ensemble, plusieurs pièces déjà, oui. Oui, les joies du Capitole, oui, ça se passait très bien. De l'humeur, il a eu des crises à la fin de Fric-Frac. Boudet était mauvais coucheur, l'autre était un ange. C'était un ange sur la terre, Boucher, Victor Boucher. Et avec moi, je crois, il devait me redouter, il devait dire, oh, celle-là. Alors il acceptait tous les trucs. Pourquoi vous étiez difficile à vivre? Ah non, pas du tout, mais moi j'avais du culot. Ouais, il pouvait pas me battre dans le culot, c'est pas possible. Ah, mais n'importe qui dans le genre, moi. Je fais rien aux autres, je m'occupe pas des autres. Mais quand on m'attaque, je réponds. Il n'avait pas du tout à rentrer dans une armoire. Là, qui rentrait dans une armoire pour faire des effets, des trucs comme ça. Alors moi, je m'arrêtais en plein devant le public, puis je disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il doit pas aller dans l'armoire. Mais qu'est-ce que tu fous dans l'armoire? Alors là, il savait pas répliquer, hein. Il était vert avec moi. Alors tout ça, ça n'empêchait pas qu'on était des camarades et qu'on a rejoué je sais pas combien de trucs après. Michel Simon, qui lui râlait un petit peu de temps en temps... C'était comique, ça faisait partie de son personnage, au fond. Oui, mais je crois qu'il avait quand même quelques raisons de temps en temps, parce qu'il venait de perdre sa guenon, Zaza. Oh bah oui, mais enfin, c'est pas une raison pour foutre tout le monde en deuil, hein. Une guenon qui disparaît, il y en a une autre qui revient. Il était là, alors il venait de perdre Zaza. Mais nous parlions très peu depuis une pièce, je vous ai dit, à la Madeleine, très importante, où il faisait l'empereur Claude. Les joies du Capitole. Il y a eu des bagarres, là aussi, des grandes bagarres. Et, ah oui, même battu. Je voulais rentrer dans sa loge le battre. Et alors il disait aux gens, oh, laissez-la. Alors les autres disaient, je m'enfonçais dans la porte. J'aurais pu me faire mal même, hein. Alors il y avait des copains dans sa loge, je l'ai su après. Alors je disais, tu vas sortir de là. Je ne sais pas tout ce que je sortais comme mot. Et alors il disait aux gars, oh, laissez-la. Croyant que j'allais pouvoir entrer et puis me battre avec lui. Il cherchait que ça. Alors on ne se parlait plus. Quand on est arrivé devant la revue de Rip, moi j'allais pas... Ah mais du reste, dans cette revue-là, ce jour-là, Bourdet venait nous voir tous les deux pour nous engager pour Fric-Frac, qui n'avait pas encore le titre. Mais ce monsieur tombait
à nous voir tous les deux, moi, entrant en agrippine, foutant des coups dans la pièce, il va sortir, ordure, tout ça. Et ce monsieur, vous voyez le type distingué, qui vient pour retenir 2 acteurs et qui les trouve comme ça. Alors je lui ai dit, je suis très touchée, infiniment touchée, mais je crois que ça n'ira pas, ça ne pourra pas marcher. Vous voyez dans quel terme je suis avec Claude Michel Simon. Alors il m'a dit au théâtre, ça s'arrange très vite au théâtre, il m'a dit. Vous verrez, ça s'arrangera. Et en effet, Rive nous a demandé après, puis j'ai rejoué. Il a perdu la petite Zaza, là. Il est arrivé aux répétitions, on ne se parlait pas. On ne se parlait pas, les répétitions. Alors, les types savaient qu'on ne se parlait pas autour de nous. Puis alors, lui, il était, je ne sais pas s'il n'était pas en deuil. Vous voyez, un peu, un petit crêpe, quelque chose. Pour Zaza? Oui, pour Zaza. Alors, les autres étaient aussi attendris. Il y avait de quoi, il adorait Zaza. C'est tout. Alors, moi, malgré tout d'un coup, on se rencontre, le regard, tous les deux. Et puis alors... je dis, écoute Michel, c'est affreux, je sais ce qui t'arrive, c'est abominable. Oui, ça je sais. Alors tiens, je l'ai embrassé. Alors il me dit à moi, pour bien faire montrer la valeur devant les copains, il me dit, c'était plus qu'une maîtresse, c'était une femme. Alors là-dessus, pense, je l'embrasse à nouveau. Tu vas y arriver, oui. Il faut le temps. Déjà 10h moins le quart, hein. Qu'est-ce que j'y fais? Tu te grouilles un peu si c'est un effet de ta bonté. C'est pas les murs qu'il faut éclairer, c'est moi. C'est vrai, ça faut toujours du rose caille. On fait toutes tes volontés, t'es jamais content. Je suis trop faible avec toi, voilà. Allez, allez. Un fric-frac dans des conditions pareilles. Faut être dingo pour s'imaginer que ça va réussir. T'as les foies? J'ai pas les fois, mais j'aime pas ça. Ça me rend nerveux. Tu parles d'un gangster. Ça va t'y marcher, oui ou non? Maintenant, faut que je voie encore s'il y a de la pression. Tiens, ça y est, je m'en doutais, il n'y a rien dedans. Hein? C'est ouvert en grain, il sort rien. Ça devrait siffler comme je sais pas quoi, moi. T'as pas demandé si elle était pleine, la bouteille? Il m'a dit qu'elle avait servi qu'une fois, juste 10 minutes. Comment que ça se fait? Comment que ça se fait? T'as pas entendu? On est parti des gosses qui chialaient. Maman, ils emportent la locomotive. Ils s'en sont servis avec pour faire le sifflet, perdu, c'est couru. Penses-tu? Mais je te le dis, moi, il arrive toujours des coups comme ça avec les Italiens. C'est forcé, ils ont des lardons plein la chambre, ces mecs-là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre les voiles, on reviendra une autre fois, voilà. On va tout de même pas s'en aller comme ça. C'est une leçon, ça t'apprendra qu'un fric-frac, ça se prépare, ça se fait pas en 5 minutes. Faut du temps et de la réflexion. Tu me cavales. Tiens, ouvre-le puisque t'es si maligne. Fric-Frac est venu après cette mort de Zaza. Et alors, moi, je m'étais occupée de son costume pour Fric-Frac. Il s'en occupait pas. Alors, j'avais trouvé un très joli costume de cycliste, tout ça, il était très bien. Je m'en étais occupée un peu, ça lui faisait plaisir, je m'en étais occupée. Et alors, moi, il ne s'était pas occupé de moi du tout. Et quand on arrive, vous savez, la veille, les couturières ou couturières, tout ça, chacun se regarde un peu, la robe qu'on a, le costume qu'on a, comment on se présente devant la glace. J'étais sur le tandem avec lui. Alors bon, après, je lui dis, tu es très bien dans ton costume, tu es épatant. Et alors, je dis, et moi, regarde comment je suis. Et on était sur le frein, on entrait, il me fait, c'est fou ce que tu ressembles à César. Eh bien, j'ai dit, je peux y aller, j'ai gagné à l'avance. Alors, une guenon qui rentre en scène, c'est gagné à l'avance. Oui, c'était une déclaration d'amour, ça. Ouais, je ne sais pas si c'est une déclaration, mais en tous les cas, j'avais gagné de 50%, j'avais plus le trac. Mais votre frère, alors qu'il était fier que Non, sa non, petite pas du sœur tout. soit sur les Alors, planches? pas du tout. C'était une convention, pas du tout question de parler de moi. Il parlait jamais de moi. Il m'avait vu au cinéma, jamais au théâtre. Il n'avait jamais voulu. Il n'est pas venu vous voir dans Fric-Frac? Non, il donnait des places à ses copains, mais pas venu. Non. Mais pourquoi? Il avait Ça lui- honte, quoi. Mais pas du Pas tout. au C'était une contraire. décision, moi. J'aurais été un garçon, j'aurais été ajusteur, tourneur, metteur au point. Je trouvais qu'une fille, ça s'est trouvé autrement. Sinon, moi, j'aurais été métallo, d'où ma sympathie pour les métallos. Forcément. Non, non, il allait voir des films, bien sûr. Puis il avait un accent, alors... ça, il aurait fait la pige à Carrette. Hein. Mais vous, votre accent, vous l'avez cultivé un petit peu ou Ah, il est non, normal? non, il y a des moments où je ne pouvais pas prendre l'accent dans un otage, je ne pouvais pas prendre l'accent dans un tramway de mes désirs. Ça se domine, un accent. Mais là, quand vous me parlez, vous avez un Voilà. petit accent. Mais je ne l'ai pas tellement quand je vous parle maintenant. Et dans la colère, je ne l'ai pas du tout. Alors, pas du tout. Mais Et vous je- savez, un type qui supprimait son accent, c'était M. Rému. Comme il voulait, hein. Voilà. Et il reprenait l'accent Si c'est marseillais pour quand tout le il temps le parler désirait. comme ça, alors là c'est facile à tout le monde, à commenter, qu'est-ce que je te dis? Ça c'est enfantin de faire ça. C'est pour le supprimer que c'est plus difficile.
Quand vous mettez-vous en colère? Pour m'amuser même. Des colères feintes, pour faire des essais. Bon, Arletty, on arrive là, alors maintenant, à votre âge d'or. On peut dire l'âge d'or d'Arletty. C'est septembre 1938. Le premier des grands films qui auront marqué et le cinéma français et bien sûr votre carrière, c'est Hôtel du Nord. Hôtel du Nord, Carnet, Janson et Jouvet. Et vous, bien sûr. Sans oublier Dabi qui avait écrit le livre Hôtel du Nord. Absolument. Bien sûr. Carnet, Janson, puisque Janson l'avait écrit. Il avait bien pensé à moi en l'écrivant. Donc, on me propose ça, mais je crois que c'était 6 jours ou 10 jours, je ne sais pas exactement. Les autres étaient engagés. Jouvet, Annabella, Jean-Pierre Aumont, et François Perrier qui faisait un peu ses débuts. Oui. Il était très très jeune. Et puis d'autres aussi, j'oublie peut-être. Il y avait Paulette Dubos dedans. Elle était dans le déjeuner. Alors vous me dites, Janson avait écrit le rôle pour moi. Oui, vous le oui, connaissiez? il m'a dit qu'il avait écrit un rôle pour moi. Et puis ils se sont entendus avec Carnet. Ils auraient pu en prendre une autre, mais c'était écrit pour moi. Alors j'ai eu du mérite à le jouer si c'était pas pour moi. Mais vous le connaissez, Faudrait me donner... Janson? Oh là là, si je connaissais Janson depuis que j'avais débuté. Il était au fond, je dirais pas un élève de Rip, non, mais il a fait sa carrière un peu comme Rip, dans l'esprit parisien, n'est-ce pas? Alors oui, je connaissais Janson, oh là là. Alors il a fait ça, puis il l'a proposé, ils se sont entendus pour me le donner. Mais le personnage important, c'était Annabella. Ah oui, mais le personnage qui a marqué, c'est vous. Oui, voilà, c'est... Il avait moins de disposition pour faire des rôles sentimentaux, je pense. Janson. Il aimait moins ça. Alors il vous a habillé sur mesure, Janson, parce qu'il vous a fait dire quelques Janson, phrases. Mais bien sûr, c'était sur mesure. Faut enlever 50% quand c'est écrit pour vous, hein. On a moins de mérite. Et là, on pouvait dire qu'on enlevait 100%. Parce que c'était cuit, c'était tout prêt, tout ça. Et en tournant Hôtel du Nord, vous saviez que vous alliez avoir une consécration de comédienne. Oh là là, pas du tout. Alors là, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et cette fameuse phrase, vous saviez voilà. qu'elle allait rester légendaire? Oui, mais c'est surtout le mot qui a compté. Quel mot? C'est le mot. Quel C'est mot? le mot. Ah, le mot, vous pourriez mettre sous le couperet, je ne le dirais pas, alors. Rien de plus grotesque que des acteurs qui citent eux-mêmes ce qu'ils ont dit dans des films. Alors ça, pour moi, c'est d'un grotesque. J'ai commencé tout de suite à ne pas faire ça, parce que ça aurait été ridicule, hein. Mais quel mot! Mais quel mot? Oh, mais quel mot! Quelle trouvaille de monsieur Janson! Quelle trouvaille! Quelle trouvaille! Non, je croyais que c'était un beau film. Non, je croyais On pas. s'aperçoit pas quand on tourne qu'on est en train de faire quelque chose d'exceptionnel. Non, sûrement pas, non. Pourquoi tu l'as à la caille? On n'est pas heureux tous les deux? Non. T'en es sûr? Oui. T'aimes pas notre vie? Tu l'aimes, toi, notre vie? Faut bien, je m'y suis habituée. Coquard mis à part, t'es plutôt bon mec. Par terre, on se dispute, mais au lit, on s'explique. Et sur l'oreiller, on se comprend. Alors? Alors rien, j'en ai assez. Tu saisis, je m'asphyxie. Tu saisis, je m'asphyxie. À Toulon, il y a de l'air puisqu'il y a la mer. Tu respireras mieux. Partout où on ira, ça sentira le pourri. Allons à l'étranger, aux colonies. Avec quoi? Cette idée. Alors ça sera partout pareil. J'ai besoin de changer l'atmosphère. Et mon atmosphère, c'est toi. C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Si je suis une atmosphère, t'es un drôle de bled. Oh là là, des types qui sont du milieu sans en être et qui crânent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la Varenne. Bonne pêche et bonne atmosphère. Arletty, on arrive à 1939. 1939 est une date, bien sûr, historique, puisque fin 39, ça va être la déclaration de la guerre. Oui, mais c'est avant cette déclaration de guerre, il y a un deuxième film phare dans votre carrière, après Hôtel du Nord qu'on a évoqué, Carnet, Janson, Jouvet. Un deuxième film phare, c'est Le Jour se lève. Le Jour se lève. Et c'est encore Carnet, mais cette fois-ci, l'auteur n'est plus Janson, c'est Jacques Prévert. Jacques Prévert. Et ce n'est pas n'importe quoi, Oh et là ce là. n'est plus Jouvet, c'est Jean Gabin et Jules Berry. Et Jules Berry. C'était quoi exactement Le Jour se lève? Je sais que Gabin me laissait. C'était cet homme qui Pour la était petite- enfermé dans cette Pour la petite, pièce. c'est ça, et qui me laissait pour la petite Jacqueline, ravissante Jacqueline Laurent. Il y en avait comme ça. Alors j'ai été même nue à ce moment-là, parce qu'il me voyait, c'était pas mal comme idée. Il voyait cette femme qui n'était pas encore trop déjetée, il la voyait nue en train de prendre sa douche. Et ça lui faisait dire, bah enfin, elle n'est pas si toque que ça. Il y avait quelque chose qui était, une pensée qui était touchante dans ce film-là. Est-ce que vous avez... Rien. Vous devriez me dire quelque chose de gentil, quelque chose de tendre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que t'es belle?
maquillage, je peux pas savoir. Le maquillage, je l'enlève toujours avant de me coucher. Pas tous les jours qu'une femme qui est libre, comme ça, brusquement rencontre un homme qui lui plaît. Vous avez des yeux bleus? C'est calme, c'est reposant. Et vous, au moins, vous parlez pas souvent. Tu voudrais peut-être que je te dise que je t'aime? Non. Bon, alors. J'en ai marre avec les hommes qui parlent d'amour. C'est vrai? Ils en parlent tellement qu'ils oublient de le faire. Moi, je suis pas tellement distrait, tu sais. Vous n'allez pas m'abandonner maintenant. Écoute, Clara, les plaisanteries, j'aime bien ça, mais quand c'est moi qui plaisante. Me quitter comme ça en plein travail? En plein travail? Oui. Tu me fais rire. Mais ouais. C'est fini le travail. Il n'y a plus de travail. Plus de chiens, plus de voyage. C'est fini le tandem. J'en prends mes pédales. Je suis pas bien qu'on s'en va demain, hein. Doucement, là, quoi, madame est avec moi, non? Momentanément. Non, non, pas momentanément. On est ensemble pour la vie. Pas vrai? Comment vous appelez-vous? Moi, je m'appelle Clara. C'est ridicule, ça, alors. C'est toi qui es ridicule. T'es impoli avec ça. Moi, les gens impolis, c'est vite fait, tu sais. Un grand coup de pompe dans le cul. Si vous croyez que c'est avec des grossièretés qu'on arrange les choses, monsieur. Mais est-ce que vous avez eu l'impression que Prévert, comme Janson pour Hôtel du Nord, vous avez écrit « Le jour se lève » pour vous? C'était plus difficile d'écrire là, parce qu'il y avait une chose dramatique, n'est-ce pas, là? Oui, je dirais écrit aussi, oui, sûrement. Oui, je suppose. J'aime Arletty. Arletty n'est pas charmante. Arletty, c'est le charme. Arletty n'est pas drôle. Arletty, c'est l'humour. Oui, Arletty, c'est l'humour, avec tout l'amour de la vie et sa compréhension. Arletty, elle est partout chez elle. Puisque partout pour elle, c'est la vie. Elle est en famille avec la vie. Sa voix qu'on dit de Paris, c'est une voix de bien ailleurs aussi. Une voix dans l'autre foi d'aujourd'hui. Et quand c'est la voix de la rue, c'est la voix de la rue. Quand la rue est un salon, un vrai, où on parle vivant, lucide, désespéré parfois, ou marrant en même temps, presque toujours. Après Le jour se lève, vous, le succès ne vous tourne pas la tête. Vous enchaînez aussitôt, ce n'est toujours 1939, ce n'est pas encore la guerre, et c'est Circonstances atténuantes. Oui. Alors là où je me suis amusée follement. Circonstances atténuantes, c'était avec Michel Simon. Et avec Michel Simon, puis il y avait d'autres interprètes, bien sûr. En réalité, la nouvelle d'Arnac, de Marcel Arnac, s'appelait Marie Katsa. Moi, je trouve que c'était tellement plus joli. C'est pas heureux du tout, Circonstances atténuantes. C'est banal. Ça fait film policier. C'est pas joli. Mais là, il y a eu quelqu'un qui n'a pas voulu que ça s'appelle Marie Katsa. En somme, vous êtes en vacances. Oui, on est là depuis 15 jours, histoire de s'aérer un peu. Et les autres? Les autres? Celui qui a le poulet vert, c'est 5 de tric, à cause qu'il est interdit de séjour. Ah, interdit de séjour, vraiment. Le vieux, c'est le père Coco, négociant en reniflette. L'autre, c'est Môme de Dieu, celui qui a fait guincher ta mouquère. La sienne est en province en ce moment. En attendant, il fait le bouc. Ah, tiens, tiens. Et le joueur d'accordéon? Eh ben, c'en est une. Une quoi? Oh, dis, tu m'achètes. Pas une poupée, parbleu. Et toi, comment t'appelles-tu? Le sentencier. Enfin, le sentencier, c'est un sobriquet. La sentence. Parce que j'ai des principes. T'as pas une autre pipe aussi? Ah, pardon. Pardon. Et qu'est-ce que tu fais dans le civil? Eh bien, des affaires. Lesquelles? Ah, c'est assez délicat. N'insiste pas, j'ai compris. Ah, t'es un drôle de type, tu sais. On est comme attirés vers toi. Ah, vraiment? Embrasse-moi dans le cou. Oh,
Vas-y, personne ne nous regarde. Vous le croyez? Et vas-y, je te dis, t'en meurs d'envie. En 1942, troisième rôle phare de votre carrière, toujours avec le même Marcel Carné qui déjà vous avez dirigé dans Hôtel du Nord et dans Le jour se lève, Les visiteurs du soir. Fantastique film, avec Prévert encore une fois, Roger Hubert, ne l'oublions pas, pour les éclairages, et Jules Berry et Marcel Héran. Les cloches, toujours les cloches. Les singulières coutumes. Un homme est mort, bon, mais c'est une raison pour faire du bruit. C'est exaspérant, ces cloches. Et le baron Hugues. Ce pauvre baron Hugues. N'est-il pas exaspérant, lui aussi, avec ses phrases creuses, sa douleur, ses remords, ses gros soupirs? Tiens, Dominique, tu devrais l'emmener. Où ça? Je sais pas, moi, où ça? Au diable, comme on dit, pourvu que je ne le vois plus, que personne ne le voit plus. Ce serait grave de rester quelque temps ici. Et Anne, que penses-tu d'elle, Dominique? C'est une bien séduisante créature. N'est-ce pas? Je n'ai jamais vu personne qui lui ressemble. Crois-tu vraiment qu'elle aime Gilles? Bien alors, si elle aime Gilles, elle est très capable d'en aimer un autre. Qui donc? Serais-tu jalouse de moi, mon enfant? Vous m'avez connue toute petite. Vous savez bien que je suis incapable de souffrir, incapable de douleur, de joie, de plaisir. Est-il vraiment nécessaire que j'emmène ce vieil homme avec moi? Oui, c'est l'heure pour lui. Il a fait son temps. Il a mangé son pain. Dommage. Si j'avais eu le choix, j'aurais préféré partir avec l'autre. Il était jeune, mais au moins. Tu aurais tort d'attacher trop d'importance à toutes ces petites histoires. Elles sont vieilles comme le monde et abîmées comme lui. Quel dialogue. Quel dialogue. Et la force d'un Prévert, qui est la pensée d'un film, n'est-ce pas? À mon avis, il a bien fait de mettre ça, et au Moyen-Âge, et Les Enfants du Paradis sous Louis-Philippe. Parce qu'il aurait mis ça, avec le même texte, transposé dans un temps moderne. C'était que ça marchait pas. La force de Prévert, c'est d'avoir mis ça au Moyen-Âge et après, sous Louis-Philippe, je crois. Alors, il pouvait tout dire, en changeant l'époque. Parce qu'il est allé loin. Le diable, tout ça, ça est fort, là, je trouve. Après Les visiteurs du soir, vous revenez quand même au théâtre. Et là, alors, il y a une pièce qui va connaître une aventure que peu de comédiens ont connue dans leur carrière. C'est Voulez-vous jouer avec moi? Voulez-vous jouer avec moi? Marcel Achard. Oui. C'était en mai 43. On reprenait, on était venu me demander, je ne tenais pas spécialement à la faire. C'est Brasseur qui m'a dit beaucoup, qui voulait la jouer, qui est venu me dire si veux-tu le faire, tout ça, bon. Alors après, j'ai dit oui, mais ces plats aux bouffes parisiens sans musique, ça va pas. Il faut mettre des couplets. Alors c'est là qu'on a pensé à Van Paris pour faire des couplets, qui étaient réussis du reste. Musique charmante, des couplets charmants. Je pense que les couplets étaient écrits par Vilmetz, peut-être, probablement. Je ne sais pas. Non, par Achard. C'est Achard. Les couplets étaient écrits par Achard aussi, oui, c'est ça. Pas par Vilmetz. Et puis là, alors là c'est la extra-politique, tout ce que vous voudrez, un chahut. J'étais habillée. Mais alors, jamais j'ai été aussi bien habillée. Je comprends qu'on ait râlé. C'est la pièce la plus chahutée de l'histoire du théâtre. Et la mieux habillée, sûrement, oui. On sait qu'il a fait 3 portraits des costumes de tout Bérard. Christian Bérard. 3 toilettes, 3 tenues extraordinaires. Extraordinaires. Alors que c'était une pouilleuse dans la vraie pièce. C'était une pauvre poule. Tout avait été transformé. Voilà, un chahut, alors là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, bon, ça, c'est politique, vous savez. Qu'est-ce que vous voulez? C'est politique. Et puis les bourreaux, et puis les... Il y a tout dans le théâtre. Il y a de bons copains, il y a des mauvais copains. Vous comprenez? Il y a tout. Alors, il y avait une cabale dans la salle. Oh, une cabale extraordinaire. D'abord ridicule, grotesque. Ah, je ne me suis pas démontée du tout. Tenez, vous parlez de ne pas me démonter. Je ne me suis pas démontée du tout. Et à la Générale, quand je me suis avancée, c'est un tel chahut, hein,
Un tel chahut. Il tremblait, Brasseur tremblait. Il était en haut de l'échelle, lui. C'est tout juste, je lui ai dit, t'en fais pas, je suis là. Toujours avec mon truc, moi. Et alors, quand vous êtes avancé? Alors, je me suis avancée pour annoncer la pièce, comme on fait dans toutes les générales. Et j'ai dit, mesdames, messieurs, la pièce que nous avons eu le courage de jouer devant vous. Alors, un tabac fou formidable, un tabac extraordinaire. Alors, j'ai pensé à moi-même, j'aurais dû commencer par l'annonce. Au début, la pièce que nous allons avoir le courage de jouer devant. Mais je n'y croyais pas. Ça s'était fait très en douce, sous cette cabale. Et alors, vous avez pu la jouer longtemps ou pas, non? Ah non, et je pouvais la jouer comme je voulais. Il y avait du monde, attention. C'était plein pour voir se battre. Forcément, alors. Villemesse m'avait dit, tu la joues comme tu veux. Puis au bout de très peu de temps, j'ai dit non. Ça, j'ai assez ri, ça m'amuse plus. Mais pour faire de l'argent, ça faisait de l'argent. Ah mais oui. Absolument. Mais d'ailleurs, c'était une bonne pièce, elle a été reprise après. Oui, elle a été Après-guerre. reprise en un jour en Amérique. Et puis alors après, ils n'ont pas eu, il n'y avait plus de scandale. Après, ça devenait banal, ça devenait une opérette. Vous voyez? Alors je sais, malgré le journal Je suis partout, je sais que Je suis partout avait annoncé le lendemain de la Générale, il y avait une grande manchette comme si la déclaration de la guerre, voulez-vous jouer avec moi? Non. Arletty, en 1944, vous participez à ce qui devait devenir le plus grand succès du cinéma français, Les Enfants du Paradis. Vous voyez le courage de M. Prévert et de M. Carnet, qui avaient pris... Pensez, c'était un scandale, c'était malgré tout formidable. Ça, ils ont été courageux, ces gens-là, de me donner les enfants. C'est bien la première fois, je crois que j'ai dit ça, c'est sûr que c'est un chef-d'œuvre, ce film. Voilà, en le lisant. Tout était suggéré dans les images. Alors là, j'ai dit ça, ils ont un film extraordinaire. Et Garand, c'est un personnage. Tout est joli. Ah, vous avez souri. Ne dites pas non, vous avez souri. Ah, c'est merveilleux. La vie est belle. Et vous êtes comme elle, si belle. Vous êtes si belle, vous aussi. C'est drôle, on dirait que vous avez couru. Oui, après vous. Après moi? Et vous venez à ma rencontre? Mais justement, je vous ai vu tout à l'heure. Alors vous comprenez, le choc, l'émotion, le temps de me décider. Et vous étiez déjà loin. Alors? Alors, comme j'ai horreur de suivre une femme, j'ai couru pour vous dépasser et précisément venir à votre rencontre. Et maintenant, je ne vous quitte plus. Où allons-nous? C'est tout simple. Vous allez de votre côté, moi du mien. Mais c'est peut-être le même. Non, Oh, pourquoi? parce que j'ai rendez-vous. Au rendez-vous, destin tragique. Voilà seulement 2 minutes que nous vivons ensemble et vous voulez déjà me quitter. Oh, et me quitter pourquoi? Pour qui? Pour un autre, naturellement. Et vous l'aimez, hein, cet autre? Oh, moi j'aime tout le monde. Eh bien voilà qui tombe à merveille, je ne suis pas jaloux. Mais lui, l'autre, il l'est, hein, jaloux. Est-ce que vous en savez? Oh, ils le sont tous, sauf moi. Mais n'en parlons plus. Nous pensons plutôt à nous qui avons tant de choses à nous dire. Vraiment? Oui, vraiment. D'abord, je vous dirai mon nom. Je m'appelle Frédéric. Vous me direz le vôtre? On m'appelle Garance. Garance, oh, c'est joli. C'est le nom d'une fleur. D'une fleur rouge, comme vos lèvres. Alors? Alors au revoir, Frédéric. Oh non, vous n'allez pas m'abandonner comme ça. Me laisser tout seul sur le boulevard du crime. Dites-moi au moins quand je vous reverrai. Bientôt peut-être, sait-on jamais avec le hasard. Oh, Paris est grand, vous savez. Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour. Quand il y a eu donc la libération, l'arrivée des Américains, etc., le film s'est arrêté et vous avez commencé à avoir des ennuis. Je suis sortie, il y a eu une image à faire. Alors là, il n'y avait plus du tout, pas d'ambiance du tout, là. Hein. J'ai fait mon truc et puis c'est tout. Tout ça, c'est loin, c'est derrière. Moi, j'ai un mot d'argot qui n'est pas de moi, qui date du Moyen-Âge, et qu'on disait beaucoup à Puteaux. Avant la guerre de 14, les ouvriers disaient facilement pelop. Pelop, si on en a marre, pelop. Et moi, je me sers de pelop, tout est derrière. Et il paraît que c'est un mot d'origine, je ne sais pas, hongroise, et qui voudrait dire c'est derrière, dans une langue X, et qu'on s'est servi dans l'argot du Moyen-Âge, pelop. Alors moi, pour moi, je fais le geste, c'est tout est derrière. Je m'en fous, pelop. En août 44, vous avez écrit « Après avoir été la femme la plus invitée de Paris, je suis la femme la plus évitée. » Ce qui était vrai. Parce qu'on voyait, je pouvais avoir dans la vie des amis, un ami, j'amenais mon ami, on m'invitait seule, si vous voulez, très souvent. Alors j'étais très invitée comme une femme libre. Voilà.
Et puis, J'étais également très parce que vous étiez la comédienne numéro 1. Oui, aussi numéro 1, cinéma non, mais la français. comédienne, bon. Voilà, j'étais très invitée. Donc, Les dos se sont tournés. les dos se sont tournés Oh là là, vite. parce que vous avez On s'est joué même pas que... aperçu. Voilà, c'est ça. Alors, à la Libération, votre attitude n'avait pas plu à certains. Donc, vous avez eu des ennuis. Et puis, vous avez même été incarcéré. Ah oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Quand j'ai été arrêtée au dépôt, il y avait tout Paris de la politique, tous les types connus. Et alors, à Drancy, avec des types archi connus. Pas la peine, ça ne fait pas plaisir, c'est pas la peine de le dire. Du reste, quand j'y suis arrivée, le Sacha était parti la veille. Alors, vous voyez, c'était pas si mal. Mais en tout, avec toutes ces choses-là, 3 mois, le tout. Ah, mais je suis restée longtemps, et après, j'ai été au dépôt, et après, oh oui, ça a duré assez longtemps, ces balades-là, attention. C'était pas entrer et sortir, pas la lever d'écrou tout de suite. Non, 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 pas du tout. Tout ça, ça m'a enrichi. Ça m'a fait beaucoup de bien. Au fond, j'étais peut-être inhumaine avant, moins bien, ça m'a enrichi. Au point de vue même de mon métier. Au point de vue, je n'aurais peut-être pas joué le tramway de mes désirs si je n'avais pas eu toutes ces choses-là. Ça m'a élevé, tout ça, c'est vrai. Pourquoi il faut souffrir un petit peu? Souffrir, non, observer. Changer un petit peu de tout. Souffrir, c'est pas obligatoire. Tant pis, c'est la vie, ça. Moi, je transforme ça en pelope. 1949, alors il y a une grande date dans votre carrière, c'est sur scène. Grâce à Pierre Lazareff et Simone Berriot, vous montez sur la scène de Édouard VII et vous créez la pièce de Tennessee Williams. Un tramway nommé Désir. Dans une mise en scène de Raymond Rouleau. Oui, tramway m'avait arrêté parce que nous étions... Le tramway, ça marquait avec ma jeunesse, les tramways. Comme mon père, nous étions dans les tramways. Déjà, ça m'avait retenu. Vous me direz que c'est bête, ça. Mais ça avait joué le mot tramway. Je retourne dans une tragédie. C'était pas une rigolade, ça, non. En 1950, vous refaites une revue, une grande revue, ce qui ne vous était pas arrivé depuis longtemps. Oui. C'était à l'Empire. À l'Empire, oui. Et vous retrouvez votre cher Wilmetz. Ah, je retrouve mon cher Wilmetz, oui. Avec Roussin. Oh, c'est lui qui était venu me chercher, oui, bien sûr, Wilmetz, oui. Et alors là, il s'est passé une chose tout à fait étonnante dans cette revue de l'Empire. Vous avez exigé de faire cette revue à condition de pouvoir imiter Édith Piaf. Ah oui. Alors ça, c'était pas une imitation, c'était une charge. C'est pas une imitation, je chantais pas comme elle, ni rien, j'aurais été ridicule. Mais oui, de faire la Piaf. Oui. Oui, oui. Ça me faisait plaisir. Sa mère était arrêtée avec moi, qui était une chanteuse. On n'a pas la voix de sa fille, elle avait la voix de sa mère. Parce qu'il est très rare qu'on ait la voix de sa fille. Hein. Elle avait un petit nom, sa mère, absolument. Et elle était là, je l'avais vue, elle était dans les droits communs, la mère. Elle était arrêtée du temps des Allemands et du temps, ça la changeait pas, elle. Et rien que pour ça, j'ai voulu la faire parce que j'avais connu la mémoire. Mais j'avais connu aussi Madame Piaf. J'avais connu aussi la fille, j'avais connu Piaf. Au théâtre de l'Athénée, vous récidivez avec Tennessee Williams, que vous aviez déjà joué avec le tramway de mes désirs. Oui. Et là, c'est la descente d'Orphée. Avec un partenaire danseur, le grand danseur, Babilé. Babilé. Ce rôle lui allait merveilleusement, il faut dire, n'est-ce pas? Et alors le théâtre vous prend vraiment aux tripes, on peut dire, puisque 3 ans après, vous faites une de vos plus importantes créations théâtrales, à l'Odéon Théâtre de France, et Un otage de Brindan Behan, dans la compagnie Renaud Barrault. Ah oui, alors je chaussais Coturne, c'était le cas de le dire, parce que j'étais déjà recommandée par Paul Guillaume pour aller à l'Odéon. Donc, comme j'ai dit, à quoi tient une carrière à un trottoir? Je passais devant l'Odéon, je chaussais Coturne, et je les ai chaussés à la fin. Quel beau théâtre. Et alors, avec des patrons, disons patrons, parce qu'on dit patron. Enfin, Jean-Louis Barrault était loin d'être un patron pour vous, c'était les enfants du paradis. C'était Baptiste. C'était Baptiste. Chose, mais une patronne, disons, c'est bien de dire patron, patronne, c'est très bien. Ça fait métallo, tout ça. Et c'était merveilleux, quel beau théâtre. Et puis là, je n'ai pas pu reprendre puisque j'ai eu un accident, deuxième accident très grave. Je n'ai pas pu reprendre. Nous devions reprendre 2 mois après, mais je n'ai pas pu. C'était le premier accident oculaire? C'était le premier accident grave, oui. Votre dernière apparition sur les planches était cette fameuse tournée des Monstres Sacrés. Des Monstres Sacrés, et que nous avons on a repris à Paris. C'est cela. Aux Ambassadeurs, oui. Un soir, vous lisiez La vie de Shakespeare chez vous. Oui. Et puis le 11 novembre, le lendemain matin, tout d'un coup le noir,
Le noir. Je suis rentrée chez moi après la représentation. Oui, au matin. Mais c'est le soir que j'ai vu ça. Je ne savais pas qu'il tombait pour la dernière fois le 10. Ce soir-là, alors je suis tombée, en effet, fini, c'était fini. Je ne le réalisais pas. Alors Arletty, après cette très grande carrière de cinéma, de théâtre, d'opérette, de music-hall, de cabaret, un jour, malheureusement, il a fallu que vous cessiez à l'âge de 68 ans de jouer parce que tout d'un coup, les yeux ne fonctionnaient plus. Ah oui, mais c'était plus possible. On n'assurait pas, je ne pouvais rien faire, c'était impossible. Parce qu'on a pu voir les unijambistes, on n'a pas vu d'aveugles jouer. Ça non, ça n'existe pas. Il faut regarder ses partenaires. Comment vous avez pu assumer votre vie, là, alors, à partir de ce moment-là? Moi, vous savez, il y a un Pelop toujours avec moi. Pelop, c'était derrière, et puis ça y est, c'était fini. Oh, ben, j'ai assumé. J'ai ébloui personne par mon luxe, par rien, hein. Je pouvais vivre cette vie-là. Oui, bien sûr. Vous avez une philosophie extraordinaire. Ah, ça c'est vrai. J'ai eu ça dans... Les fées ont mis la philosophie. C'est vrai, dans mon berceau. Ça oui. Et puis j'aime la donner aux autres. J'aime la communiquer. Parce que c'est quand même prodigieux de vous voir presque aveugle et aussi jeune, aussi chaleureuse et aussi gaie. Oh là là. Non, mais c'est une leçon. C'est de vous, ça. Bon. Oui, c'est de moi. C'est la sensation que j'ai. Oui, peut-être, oui. Oui, enfin... Oui. Les mots les plus tendres jamais ne diront combien je t'aimais, jeune maîtresse. J'ai tant parlé pour t'émouvoir, lorsqu'en tes yeux je voulais voir la sainte ivresse. Les reproches ne servent point, surtout quand on les fait de loin, dès qu'on s'isole. Mais en songeant qu'au jour passé, nous nous sommes bien embrassés, je me console. On m'a dit que j'avais été d'une grande naïveté envers toi-même, et qu'avant de beaucoup aimer, le cœur devrait mieux s'informer de ce qu'il aime. Encore un baiser, veux-tu bien? Un baiser qui n'engage à rien, sans qu'on se touche. Tu le rendras à ton amant en te figurant un moment qu'il a ma bouche.